Bonjour Julien, alors pourquoi la Bonjour. poésie? La poésie, parce que j'ai commencé ma vie comme ça. À peine je savais écrire que déjà j'écrivais de la poésie. À peine je savais vraiment tracer des mots. Je veux dire, en cours préparatoire, j'ai fait un poème d'ailleurs que je revendique toujours comme un des meilleurs poèmes que j'ai écrits. Je devais avoir 7 ou 8 ans, donc j'ai passé ma vie à ça. Et immédiatement, j'ai été confronté à ce travail de dire pourquoi on écrit, pourquoi on est poète, pourquoi on fait ça. Et ça a duré toute la période adolescente où j'avais dans ma chambre des photos, des gens que j'aimais, comme Villon Apollinaire, Arthur Rimbaud, tout ça. Donc vraiment des choses très classiques et très officielles. Et quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence, donc j'avais un peu moins de 20 ans, et c'était compliqué de comprendre pourquoi la poésie stagnait comme ça, pourquoi c'était à ce point insipide et insupportable. Donc je pensais que la seule solution, c'était de faire une revue de poésie. Voilà. Donc j'ai fait une revue de poésie. En 62, j'avais pas encore 20 ans. Ça s'appelait Les Carnets de l'Octéor, qui était un jeu de mots avec l'Octuor, parce qu'on était 8. Et on a commencé tout de suite avec la mort des poètes, c'est-à-dire tous ces gens qui avaient bouleversé la poésie et qui avaient disparu, à commencer par Antonin Artaud et Nerval et tant d'autres. Voilà, c'était clair. Et c'est là où j'ai eu cette révélation, et c'est ça qui a changé vraiment complètement ma vie, c'est qu'en fait, nos pères sont nos enfants. C'est-à-dire que comme tu fais cette poésie-là qui est incompréhensible, qui est absolument insupportable, certains diraient illisible, d'autres, ce qui est encore pire, diraient que c'est ésotérique, on s'est aperçu quand même que non, on ne venait pas de n'importe où. On est dans les années 60, n'oublie pas. Dans les années 60, on ne sait pas ce que c'est le futurisme, Dada et tout ça. Et moi, je découvre ça. Et donc, je découvre ça, et donc je m'aperçois que ce que je fais, ben, mes enfants, ah mais merde, c'est pas mes enfants. Mes pères ont fait ça. Et donc, je ne viens pas de n'importe où. Ah, quand tu viens pas de n'importe où, tu commences à réfléchir en disant, mais pourquoi ça a été tant masqué dans ces années-là, dans les années 50 et 60, et pourquoi ça s'est tellement développé et épanoui après? C'est parce que quand tu veux vraiment changer le monde, parce que la poésie, c'est pas pour changer le monde, ça sert à rien. Quand tu veux vraiment changer le monde, ça dure un temps énorme. Il faut au moins 2 siècles. Donc si tu prends les Tang en Chine, ça dure 3 siècles. Si tu prends la Renaissance en Europe, ça dure 2 siècles. Si tu prends les troubadours qui partent de là-bas au fin fond du Portugal pour aller jusqu'à Mantoue, à l'est de l'Italie, ça dure 2 siècles. Nous, c'est un terme comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas moi qui l'ai inventé, mais on est bien obligé de le revendiquer. Ça s'appelle l'avant-garde. L'avant-garde, ça fait à peine un siècle. On est à mi-parcours. Ce que par exemple les troubadours ont essayé d'inventer, c'était l'amour. Ce que nous on essaye de donner, que vous le preniez, que vous compreniez ce qu'on dit, c'est la liberté. Ah putain, là ça devient très compliqué, parce que c'est la liberté, c'est comme l'amour, ça fout la trouille aux gens. Donc c'est plus difficile d'imposer des concepts aussi forts que l'amour et la liberté que si on voulait imposer, je sais pas quoi, manger des topinambours ou faire de la confiture de fraises. Voilà. Donc ce qu'on veut absolument, c'est donner au monde, à tous, à toute, la liberté. Eh bien ça va prendre encore un siècle. On est à mi-parcours. Ça a pris 2 siècles pour que l'amour s'impose enfin, grâce au troubadour. Alors Julien, alors comment la poésie, notamment les poésies expérimentales? Alors ça, c'est l'histoire, c'est comment ça communique. On communique au sens le plus bas du terme. Comment d'un coup on rentre en contact avec un autre. Donc moi je fais les Canaux Octéor qui fait 4 numéros en 62. Et là-dessus, à l'époque, la valise à roulettes n'existait pas. C'est incompréhensible qu'on ait mis tant de temps à inventer la valise à roulettes. Alors je partais de Marseille avec 2 valises de 50 kilos pour distribuer Docs à Paris et dans les librairies parisiennes. Et évidemment, à la Une, qui était à l'époque, et encore maintenant la librairie laquelle il fallait absolument être. Et là, je reçois une lettre, mais c'est ça où l'histoire est belle, une lettre de Carmelo Ardenkin, qui est le patron d'un mouvement magnifique qui s'appelle Madi, et qui venait de faire une revue qui s'appelait Ailleurs. Et il m'écrit en disant, jeune poète, nous sommes allés à la Une, nous avons trouvé les Canaux Octéor, il faut absolument que vous rentriez au conseil de rédaction de cette revue, nous comptons absolument sur vous, etc. Sauf que cette lettre arrive dans ma maison
de l'appartement, la chambre que je louais à Aix-en-Provence, que la propriétaire se la garde, que ensuite elle la donne à ma mère, que ma mère se la garde, et que finalement cette lettre m'est arrivée après 5 ou 6 mois à Paris, alors que je devais vivre un hiver d'enfer en 62 à Paris, où je faisais un froid d'acier, c'était affreux. Et d'un coup je vois cette lettre. Oh là là, je cours immédiatement voir Carmel Rodenkin, rue d'Orfila, et sa revue ailleurs. Le numéro 1 était sorti, et hop, je me mets tout de suite en piste pour le numéro 2. Et c'est là où, après avoir fait l'interview des éléphants du siècle Francky à Aix-en-Provence 62, je vais faire l'interview des éléphants immobiles de la forêt de Fontainebleau, puisqu'il y a un rocher qui s'appelle l'éléphant, qui est absolument une pierre naturelle, qui est un éléphant monstrueux. Après, j'en ai retrouvé des végétaux, des minéraux, tant que tu en veux. Et là, je fais le deuxième truc dans cet ailleurs numéro 3. Et on ne se quitte plus avec Carmelo Ardenkin, avec toute sa bande de Madi, où il y avait là-dedans des mecs comme moi qui venaient de la poésie que j'appelais à l'époque sémiotique ou sémiotique, basée par rapport aux signes, la dernière génération des surréalistes, comme Jacques Sénélier et Jean Tiercelin, et puis les mecs de Madi, donc tous ces latino-américains absolument extraordinaires, et on fait ensemble ailleurs. Et là arrive un jeune homme qui s'appelle Jean-François Bory, et qui me dit, qui parle avec moi. Il voulait faire une chronique sur le cinéma. Il fait une chronique sur Chris Marker et l'acheter. Et puis petit à petit, des affinités se créent et on essaye de créer ensemble une revue et on crée ensemble Approche. Et donc là, on fait 4 numéros, donc des numéros qui ont vraiment bouleversé complètement l'histoire de la poésie en France. C'est-à-dire que non seulement on a mis en place ce qui s'appelait ailleurs la poésie concrète ou la poésie visuelle, visual poetry. Donc on a mis en place toute cette postérité de la poésie concrète qu'on a appelée ensuite la poésie action, la poésie visuelle, et puis après, le terme qui a dominé, c'est poésie performance. Mais ça a commencé comme ça. Premièrement, le concept de la poésie action, qu'avait déjà mis en place, mais nous on ne le savait pas, Bernard Hetzig, et puis, ou le happening avec Jean-Jacques Lebel, mais nous on était dans, on sort complètement le texte de la revue, et on le fabrique, et on le fait, et on le gestualise. Et c'est ça qui était important. Et donc on fait cette approche-là, et puis après, il se passe d'autres rencontres. Moi je fais Robot avec Jean Clé, qui est une revue plutôt critique sur la création contemporaine, et puis lui il fait Agencia, et puis ça continue, et puis 68 arrive. Dans 68 c'est un fracas absolu, un rêve éblouissant, on croit que tout va changer, et on fait tout pour que tout change, et finalement on se fait fracasser. Et on perd parce qu'on n'a pas vu venir comment s'était fabriquée la politique. Et donc la plupart des leaders ont trahi, et les mecs qui étaient dans la seconde ligne comme moi ont essayé de maintenir un esprit qui a disparu, et qu'on essaye de temps en temps de faire renaître, mais c'est très compliqué. Dans cette époque, je fais un journal de Free Press qui s'appelle Gérard Anonymo, La liberté sans réserve, et puis je rencontre des gens à travers des journaux qu'on fait qui s'appellent Pirate, qui s'appellent Bruit en Artois, qui s'appellent La Voix des Corons, donner la parole au peuple, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas des journalistes. C'est vraiment le peuple qui parle. Nous, on est juste là pour imprimer, leur dire et leur écrire. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il y a tellement de luttes qu'il faut qu'on fasse un journal. Et là, on crée Libération. Et au moment où je crée Libération, arrive la gauche prolétarienne. Moi, je ne veux pas travailler avec eux. Je laisse tomber. Et je m'en vais. Et je rentre dans une dépression épouvantable pendant quelques années. Et en même temps, je continue à travailler, à réfléchir. Puis Adriano Spatola, qui était mon frère italien, arrive en disant ça suffit, Julien, maintenant, il faut repartir. Et donc je repars et je fais Dox avec le numéro 1 sur l'Amérique latine, où cette poésie-là était une poésie qui servait, qui était vraiment dans les mœurs du travail, que ce soit Invenciones au Brésil, que ce soit Vigo en Argentine, que ce soit tous ces gens-là, Clemente Padin en Uruguay. D'un coup, je me suis aperçu que non, il fallait repartir. Et là, on est reparti. Et quand Dox est reparti, il a fait le tour du monde. Et en même temps, je faisais une rubrique dans Libération, où j'étais retourné pour faire une rubrique sur la Free Press. C'est-à-dire, il faut bien savoir qu'à cette époque, il y avait 3000 journaux pour toutes les minorités sexuelles, les minorités sociales, les minorités géographiques. Tout y était. Donc je faisais cette rubrique. Et c'est là où j'ai inventé un truc qui a pour moi été très très important, c'est le vrai art nouveau. Qu'est-ce que c'est l'art nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire on est dans les années 70, c'est vraiment l'art du boycott, l'art du vol et l'art du sabotage. Et donc cette rubrique a été créée pendant des semaines et des semaines dans Libération. Après on a refait un livre là-dessus.
Et ça a été vraiment un bouleversement, tu vois, d'une provocation qui était vraiment une chose très importante et qui a été le deuxième bouleversement après la poésie action de ce qui se passait dans l'art contemporain. Et c'est toujours ces deux trajets que je continue à travailler. C'est un, la poésie, elle n'est pas juste dans le livre. Ça ne veut pas dire que quand je serai mort, il n'y aura que le livre. Mais tant que j'existe, pour que la poésie soit, il faut qu'il y ait en plus tout ce qui concerne la poésie. C'est-à-dire comment je la dis, comment je la vocifère, comment je la gestualise, etc., etc. Et d'autre part, comment on fait pour que l'art contemporain soit vraiment l'art contemporain. Pas une histoire de marché comme Jeff Koons ou Weiwei, mais une histoire qui fait que ça fonctionne, qu'on est là dans la transformation, qu'on essaie de faire quelque chose pour que vraiment les choses ne sont plus ce qu'elles sont, qu'on n'accepte plus ces injustices et cette société de merde et toutes ces conneries-là. C'était ça les deux axes. Et je suis toujours là-dedans. À 80 berges bientôt, je suis toujours sur ces deux axes. Alors Julien, dans cette époque, tu fréquentais, tu étais à Paris. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer d'autres mouvements d'avant-garde, les lettristes ou les poètes action, poètes sonores comme Henri Chopin, Bernard Haitink, Gerasim Luca, Dufresne et tutti quanti? Non, à cette époque-là, vraiment, Gerasim Luca, j'ai rencontré très longtemps après. Et on se connaissait peu, on est devenus ensuite très amis, très intimes, très chaleureusement rapprochés. Mais à cette époque, non. À cette époque, donc, j'étais entre la galerie La Vinci, du temps de Liliane Vinci, et quelques amis. C'est là où j'ai rencontré Pierre-Albert Biro. Il venait de sortir Silex, et pour moi, ça a été très important. Ça a été pour moi un grand texte et une grande rencontre avec ce petit monsieur qui était vraiment un type extraordinaire. Donc c'est la première rencontre importante en dehors des gens avec qui je travaillais, c'est-à-dire ceux dont je t'ai déjà parlé, l'équipe d'ailleurs, Jean-François et tout ça. Ça a été cette rencontre avec Pierre-Albert Béraud qui m'a ouvert tous les horizons de la poésie cubiste, de Sick et tout ça. Après, j'ai très rapidement rencontré, très vite, Bernard Haitink, avec lequel on avait beaucoup d'affinités, lui étant plutôt penché sur les problèmes liés aux machines et moi plutôt le rapport au corps direct. Et avec lui, j'ai rencontré Henri Chopin qui m'a demandé de participer parmi les fondateurs des mouvements des années 60 à sa revue à laquelle j'ai participé plusieurs fois. Mais je n'avais pas beaucoup de relations importantes avec Henri Chopin, ce qui n'a pas été le cas avec Bernard Haitink, avec qui on ne s'est plus jamais quitté pratiquement, ni avec Pierre Garnier, avec qui j'avais également des relations extrêmement chaleureuses, extrêmement intimes, aussi bien avec Pierre qu'avec sa femme Ilse Garnier. Ça a été ça, vraiment, ces années 60 à Paris, ça a été ces rencontres-là. C'est-à-dire Pierre-Albert Biro, Pierre Garnier, Ilse Garnier, Bernard Haitink. Et là, j'ai rencontré deux personnages avec qui j'ai beaucoup travaillé ensuite, qui étaient François Dufresne d'une part et Gilles Volman d'autre part. Ça a été également deux rencontres pour moi très importantes. Mais tout ça se passe quand même très souvent en rapport avec la galerie Lara Vinci, à l'époque de Liliane. Pas la mère Lara, pas le fils Yuri, mais au moment de Liliane. Ça a été très important. C'est là où on a monté beaucoup d'expositions, et à la galerie Lara Vinci, et à la galerie Denise Davy, qui avait monté un espace magnifique du côté de la place Saint-Sulpice. Et après avec Egidio Alvaro, qui avait monté Boulevard Edgar Quinet, un des premiers espaces de la performance, dédié exclusivement à la performance, dans lequel il faisait venir, comme il était d'origine portugaise, toute l'école de la performance portugaise. Donc il y a eu comme ça un dialogue énorme qui a commencé à se multiplier avec les performeurs portugais. Ça a été très important ça. Et en même temps, moi, continuant Dox, on a fait des espaces un peu partout, dans Paris, dans des galeries, dans des espaces sur lesquels on squattait, pour montrer des festivals de performance. Voilà. Et cela arrive à une grande exposition qui s'appelle Lumière et Mouvement, qui est organisée par Frank Popper au musée d'art moderne de la ville de Paris, où il a fait venir donc tous les gens qui voulaient avoir un rapport avec lumière et mouvement, c'est-à-dire ce qu'on appelait après l'optical art et tous ces mots, et le cinétique art. C'était incroyable. Donc moi j'étais dans une salle d'Alswalter Müller avec une grande espace qui s'appelait La Guerre, où j'avais mis des diapos, des lettres fléchardes, anguleuses, A, X, dont le chef était le I, qui se battaient contre les ballonistes
les lettres rondes, dont le chef était le O, S, P, B, etc. Et là, c'était formidable. Et là, les gens c'est le seul rapport que j'ai eu d'ailleurs avec eux, les gens de lettrisme ont commencé à chahuter. J'étais très jeune, je dis, s'il y en a encore un qui casse la gueule, qui ouvre ça, je lui casse la gueule. Donc ils sont partis, s'éparpillant comme des oiseaux. Donc j'ai toujours eu un très grand réserve, pour pas dire plus, par rapport aux lettristes, qui ont cru que l'histoire, ça se continuait de rajouter un truc. Alors, tu fais liberté de parole, tu vas plus rien, tu fais liberté de la lettre, ça va tout. Alors, liberté de la ponctuation, liberté de rien. Et ça fait, tu vois, cette espèce de mécanisme historique, pour moi, ça n'a jamais marché. Et donc, j'étais vraiment très, très opposé, à part sur les dissidents, c'est-à-dire François Dufresne et Gilles Volman, essentiellement. J'étais très opposé, si tu veux, au lettrisme. Comme j'ai été opposé au moment des grands moments des revues, c'est-à-dire Dox contre TXT, ou Dox contre l'Infini, ou Dox contre Tolkien, pour moi, ça a toujours été le grand critère, c'est on change le monde. Pour changer le monde, il faut montrer que le monde parle comme je dis moi, comme on dit dans Dox, et pas comme ils disent dans le ghetto du côté culturel parisien. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à travers le monde. C'est pour ça que j'ai fait le tour du monde avec Dox, pour montrer que la parole que nous indiquions dans Dox, l'écriture que nous indiquons dans Dox, la façon de faire la poésie, telle qu'on la disait, poésie, action dans Dox, c'était la bonne vraie poésie. Que le reste, c'était fini, c'était suranné, ça n'avait pas d'intérêt. Voilà. Et donc ça a été ça, vraiment, le problème pour moi des années 60-70 à Paris. Et tes relations avec les poètes italiens, notamment la poésie visiva, comment c'est venu finalement, tes rencontres? C'est venu que quand j'ai fait le première approche, j'ai rencontré Adriano Spatola qui m'a téléphoné et il voulait sortir lui aussi une revue. Et donc moi je voulais faire approche avec ce mouvement international et j'ai vu que ce qu'ils appelaient là-bas poésie visuelle ou poésie visive, c'était très vivant. Et donc je me suis tout de suite inscrit dans cette relation internationale qui était franco-italienne, sur laquelle je garde encore beaucoup d'intérêt. Et mes grands amis à cette époque, c'était Adriano Spatola, c'était Sarenko, et tous ces gens-là qui étaient, ce qu'est un poète moderne, il ne faut jamais oublier ça. Ce qu'est un poète moderne, c'est d'abord un poète qui écrit et qui fait de la poésie, et qui dit de la poésie. Bon, ça c'est normal. Mais dans le monde où nous sommes aujourd'hui, et dans le monde où nous étions dans les années 60, 70 et 80, ce n'était pas suffisant. Il fallait non seulement être un poète à l'ancienne, mais être organisateur de poésie, être organisateur de festivals de poésie, être éditeur de poésie et être éditeur de revues de poésie. Et ce qui fait ce rapprochement infini, énorme, entre Adriano Spatola et moi, c'est qu'on a toujours fait ça. Non seulement on a fait notre travail de poète, mais on voulait montrer au monde ce que c'était que les autres poètes tels que nous l'entendions. Ce qu'a fait également Sarenko en Italie, ce qu'ont fait quelques autres en Espagne, comme Bartolomé Ferrando, etc., etc. Donc c'était très important ça. Ce qui était important, c'est cette espèce de notion absolue d'être des poètes, comme le dira Adriano Spatola plus tard, de poésie totale. Et l'autre truc qui était vraiment très important, c'est qu'on a toujours essayé d'être des ambassadeurs. Des ambassadeurs au sens complet du terme. C'est-à-dire, je vais là-bas pour montrer ce que je fais ici, et je reviens de là-bas pour montrer ce qui se fait là-bas. Toujours cet aller-retour, cet import-export de poésie. Ça, c'est la vocation de Dox. C'est ça l'histoire de Dox à l'origine. Et effectivement, comme tu disais, tu as organisé des festivals à Tarascon ou ailleurs. Ça a commencé, le premier c'était Cogolin. Cogolin. Après Cogolin, ça a été Allo. Après Allo, ça a été Tarascon. Et après, j'ai été élu à la culture de Marseille. Donc j'avais un espace que je pouvais animer tout le temps, faire animer tout le temps, parce que il était hors de question que ça soit moi qui m'en occupe, pour des raisons éthiques. Donc j'ai créé le Centre international de poésie de Marseille à ce moment-là. Donc les festivals, c'était autre chose. Ça ne veut pas dire, mais Polyphonique, ça a continué, et j'y participais. Ex-Poésie a continué, j'y participais. Le festival de Nancy continue, j'y participais. Et le festival de Quimperlé continue, et quand je peux, j'y participe. Voilà. Et effectivement, tu as aussi organisé des grandes expos autour des poésies d'avant-garde, qui est Poésure et Peinterie. Tu as été à l'initiative. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Ah oui, non, ça c'était
C'était absolument énorme et absolument historique. Après, il y a eu un nombre infini d'expositions qui se sont inspirées de cette exposition-là pour faire des expositions du même type. Ce qui fait l'art contemporain, c'est pas le marché, même s'il y a ces abrutis d'Arnaud et tutti quanti. Ce qui fait l'art contemporain, c'est le mélange des disciplines. Où s'arrête la vidéo et où commence la poésie. Où s'arrête la poésie et commence la danse. Où finit la danse et commence la musique, etc., etc. Donc ce qui m'intéressait vraiment, c'est de montrer que ce qui fait l'art contemporain, c'est ce mélange, là, entre poésie et peinture, qui est un mot de Picabia, comme Dieu le sait, c'est ce mélange entre les arts plastiques et la poésie. Qu'est-ce que c'est qui se passe là? Pourquoi ça se passe là? Pourquoi c'est là? Ah, mais alors d'un coup, tu te poses une question, tu dis, mais attends, réfléchissons un moment. C'est quoi l'histoire des avant-gardes? Ah ben, je sais pas moi, c'est le futurisme. C'est qui a inventé le futurisme? Avant qu'il y ait des choses à vendre, qui sont la sculpture et la peinture. C'est un poète. Ah ben c'est Dada. Mais c'est qui a inventé Dada? Avant que ce soit des choses à vendre, c'est-à-dire des peintures et des sculptures. C'est Tristan Tzara. Ah ben le cubisme. Mais qui est-ce qui a inventé le cubisme? Avant que ce soit des peintures et des sculptures et des choses à vendre. C'est des poètes. Guillaume Apollinaire et Pierre de Berbiro. Ah mais le surréalisme. Mais qui est-ce qui a inventé le surréalisme? Avant que ce soit des choses à vendre. C'est un poète, c'est André Breton. Et qu'est-ce qui fait l'art contemporain réel? Même si le marché est devenu dominant, ce sont les poètes. C'est les poètes qui ont toujours tout inventé. Et c'est ça le but de Poésie et Peinture. C'est de montrer que l'art contemporain, s'il est enfin connu grâce aux peintres, aux sculpteurs, parce qu'il y a le marché, les inventeurs, ce sont les poètes. Et dans tout ce que tu considères d'important, les inventeurs, ce sont les poètes, les troubadours, les trouveurs. Alors Julien, peut-on parler un peu plus amplement de la poésie action, poésie performance, et comment tu t'inscris, par qui tu as été influencé, et pour toi, qu'est-ce qu'aujourd'hui la poésie performance? Ben, 62, un peu avant 62, donc début, fin 61, je découvre un livre qui est Le Bestiaire de Guillaume Apollinaire. Le Bestiaire de Guillaume Apollinaire, c'est un livre de quatrain fascinant sur les animaux qu'il a croisés, qu'il a aimés, qu'il a haïs, avec des bois gravés de Dufy qui sont absolument extraordinaires. Et là, je m'aperçois que, en fait, le bestiaire, c'est une des disciplines les plus employées dans la poésie. Que depuis l'origine de la poésie, il y a toujours eu du bestiaire. Je suis même remonté ensuite, plus tard, sur les grottes aurignaciennes, c'est-à-dire les grottes préhistoriques aurignaciennes il y a 30 000 ans, pour m'apercevoir qu'en effet, il y avait un rapport aux animaux qui était un rapport d'écriture et sans doute un rapport de poésie. Donc, je suis quand même fasciné par cette histoire et je pense que, en 62, donc, qu'il est temps que moi aussi je fasse un bestiaire pour m'inscrire dans cette grande tradition de l'écriture des bestiaires. Et là passe le cirque Francky. Et à l'époque, quand les cirques arrivaient dans une ville, c'était génial parce qu'il y avait une grande parade. Donc il y avait les voitures qui annonçaient le cirque, il y avait derrière les animaux qu'on vous laissait dans la nature, comme les girafes, les zèbres, les éléphants, et puis les clowns, et puis les écuyères, et puis les chevaux, et puis tout ce que tu veux. C'était magnifique. Et là, comme j'étais quand même très emballé par les éléphants, je dis tiens, je vais faire un bestiaire qui va tourner autour de l'éléphant. Et donc je vais voir le patron du cirque Francky, à Aix-en-Provence, et j'ai dit j'aimerais bien faire l'interview des éléphants du cirque Francky. Bon, si vous voulez, donc je reviens le lendemain matin avec un Philips, c'est les premiers magnétophones, 62. Hein. Il y avait 3 vitesses, donc j'enregistre ma performance, enfin plutôt mon bestiaire interview. Trompe, nouez-vous, éléphant, vous assez les lèvres et surtout l'inférieur, que soit socle à percer ma voix, et quand mes mots résonnent autour vers vos tempes du gond enraciné, éléphant, m'avez écoutez-vous? M'avez écoutez-vous? Silence total. Oh merde. Et puis l'interview continue, ça dure une bonne demi-heure, comme ça. De temps en temps, il jette un barrissement, mais c'est au milieu de la question. Il y en a un qui arrive pile au bon moment. J'avais vu qu'il avait préparé, donc je vais prolonger la question pour que ça tombe à pile. Puis voilà, c'est fini. Je rentre chez moi, j'écoute l'enregistrement, c'est pas mal.
je le retranscris, c'est paru dans Ailleurs numéro 3, en 63, et je suis content, et puis là j'ai cette sérendipité, on dit maintenant. Je change de vitesse, et moi je deviens inaudible. Et l'éléphant, lui, par contre, il devient absolument audible, absolument compréhensible. Il parle par onomatopée et interjection. Oh, oh. Et donc je deviens ce jour-là le traducteur de la langue éléphantine. J'ai appris après, des années après, qu'en fait c'était possible parce qu'il parlait par ultrasons et infrasons et que peut-être c'était pas idiot ce que j'avais dit. Mais enfin bon, ça c'est l'histoire des savants, c'était pas la mienne. Et donc là je m'aperçois ce jour-là, 62, je Wimberge, que la poésie, elle ne peut pas être ça sans qu'il y ait le corps qui vienne avec lui, sans qu'il y ait la voix qui vienne avec lui, sans que je m'exprime non seulement dans ce que j'ai à dire et dans ce que j'ai écrit, mais je m'exprime en totalité. Mon corps, ma voix, ma gestualité, tout, absolument tout. Et ça commence comme ça. Et donc ça commence les premiers festivals, avec Polyphonix, et puis les miens derrière et tout ça. Ça a été pour moi très important. Alors après, il y a eu des performances qui m'ont marqué plus que d'autres, mais c'est plus, si tu veux, les autres qui m'ont dit que cette performance pour eux était plus marquante que moi. Donc moi, par exemple, écriture, pour moi, c'est quelque chose de très important. L'écriture, c'est le pied, ça a une signification. Et écrire comme un pied, donc c'est quasiment la même expression. Or, c'est deux fois la chose la plus différente possible. Écrire comme un pied, très très mal, et l'écriture, c'est les pieds, un très grand plaisir. Et donc j'écrase les fruits au fur et à mesure pour montrer que j'écris en écrasant les fruits, en appelant et en incitant les fruits. Et évidemment, je commence par le raisin, l'ivresse, et je finis par la banane, la chute. Voilà. Et avant, j'ai écrit, et ça. Donc écriture, ça a marché. Ça a marché pour moi. Et puis les gens, voilà. Il y a beaucoup de performances comme ça où tu es amené à la refaire parce que ça t'intéresse. Claustrophobie, tu vois, où je me traîne comme ça sur une bande de papier vers une machine à écrire, où je suis claustrophobe dans un tube de 2 mètres, puis claustrophobe, jusqu'à la planète. Finalement, je suis claustrophobe absolument pour ça. Je meurs sur la machine à écrire, en quelque sorte. Et puis, évidemment, le grand classique, sur lequel Alain Frontier a très bien écrit, donc la métaphore incarnée, c'est-à-dire chute. Donc là, je l'ai fait 1 milliard de fois, en tombant de chaise, en tombant de table, en tombant d'échelle avec Joël Léandre à New York. Et puis là, il faut la finir pour mes 40 ans, donc je l'ai fait dans les escaliers à la gare Saint-Charles. Donc je tombe, c'est une chute. Et quand j'arrive en bas, les camarades se branchent sur moi. Je fais chut. Donc c'est le même mot. D'un côté, c'est l'acte, de l'autre côté, c'est la parole. Et comment l'acte devient parole par le même mot qui signifie d'un côté la douleur, la chute, tout ce que tu voudras, et d'autre côté le silence, etc. Voilà, ça c'était les 3 ou 4. Mais sinon, je ne sais pas comment je l'ai fait. Il y a un livre qui s'appelle Les Partitions, qui est apparu chez Manuela, où il y a les meilleures partitions de mes performances. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'un poème non seulement est écrit et dit, mais quand il est écrit et dit, il n'est pas fini. C'est simplement une partition, c'est-à-dire comment tu t'évades de ce texte de base pour en faire une performance. C'est pour ça que même si tu fais 10 fois la même performance, c'est jamais la même, parce que chaque fois, à partir de 15 fois, ça devient artificiel, tu ne dois plus le faire. Mais les 10 premières fois, c'est change chaque fois, parce que le public change, parce que tout change. Il peut y avoir des événements extérieurs de plus. Et c'est ça qui est très important. Plus des gens qui viennent d'un coup, comme ça, tu vois, danser avec toi, ou rire avec toi, ou parler avec toi. C'est ça qui est formidable quand tu fais des performances dans l'espace public. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. Et il se passe toujours quelque chose. Et c'est toujours quelque chose qui est hors de ton contrôle et que tu dois ensuite dont tu dois prendre possession. Dans une grande compréhension. Pas dans un grand mépris, dans un grand rejet, mais dans une grande compréhension. L'absorber. Et le geste, effectivement, qui se matérialise notamment par la création de poèmes concrets, poèmes visuels, comment tu l'inscris par rapport effectivement à ton travail? Voilà, c'est encore une autre discipline qui a donné lieu à un paquet de performances, c'est le chi. Dans le chi, ça vient des tangs, c'est-à-dire comment tu peux arriver à l'énergie pure. Donc eux, ils ont chacun son système,
Moi, le mien, c'était d'arriver à l'asphyxie totale. C'est-à-dire que je respirais à fond, je me remplissais les poumons, je les vidais à fond, et je remplissais, je vidais, je remplissais, je vidais, jusqu'à un moment donné, ça y est, c'est vraiment, c'est le vire-vire. C'est d'un coup, tu es vraiment hors de toi-même et tu es dans un espace qui fait que tu as le vertige, un vrai vertige. Et c'est au moment-là où tu fais le noyau de l'écriture, c'est-à-dire un grand geste pour faire ça. Donc ça s'appelle le chi, il y a eu plusieurs livres qui ont parlé là-dessus. Et donc chaque fois, ça c'est une performance que j'ai fait régulièrement, où quand j'arrive au bout de l'état de conscience, tu jettes le noyau de l'écriture, qui est à la fois le geste, un écrit, une calligraphie sur la toile, mais en même temps comment tu l'as prononcé au moment où tu le fabriques. C'est-à-dire que c'est absolument simultané. C'est-à-dire qu'au moment où tu lances l'écriture, le dire est en même temps. C'est absolument simultané. La calligraphie et le cri. Un de tes grands gestes ou performances qui a eu lieu juste un peu avant les premiers confinements, c'était le grand dépotoir à la friche La Belle de Mai où j'ai pu assister. Est-ce que tu peux en parler un peu plus amplement? Ah oui, volontiers. Enfin, c'est ça, ça intéresse les gens. Il y a 2 livres qui ont parlé dessus. Un gros livre du Grand Dépotoir Charles Dante et un petit livre qui est le dialogue à propos de ça avec Jean-Jacques Lebel, qui est paru chez Paroles. Donc voilà, d'un coup tu t'aperçois qu'on ne peut pas continuer comme ça. Hein. C'est pas possible de continuer comme ça. De faire croire que les valeurs de l'art contemporain, c'est Jeff Koons, c'est des connards comme ça. C'est pas possible. C'est pas supportable. Ça veut dire que le fric a raison. C'est-à-dire que si tu t'inscris dans le marché, que tu inscris ça dans le marché, que tu as compris comment fonctionne le marché, c'est eux qui ont raison. Mais c'est même pas pour une génération qu'ils existent, ces gens-là. C'est même pas pour une demi-génération. C'est pour juste une spéculation d'une dizaine d'années. Donc, moi, alors, si c'est comme ça, je joue plus. Je joue plus. Je joue plus. Voilà, il me reste... Hein, ça, je fais retourner les trucs des galeries où il y avait des trucs. Je rapatrie tout ici. Je sors tout de mon atelier. Il doit y avoir environ 1000 pièces. Je mets tout ça à la friche de mai, à la friche de la Belle de Mai, dans un espace absolument magnifique, des trucs par terre, des trucs sur les cimaises, enfin un bordel indescriptible, un décrochez-moi ça, ou je ne sais pas quoi, et voilà, c'est fini. Prenez, emportez, c'est gratuit. N'en prenez pas trop, prenez, emportez, c'est gratuit. Et là, ça devient un événement incroyable, parce que le jour où je fais le vernissage, le 13 mars, c'est le premier confinement. À midi, on ferme tout. À 18h, il devait y avoir mon vernissage. Or, c'est plus possible. Mais c'est possible. Parce que des gens, malgré le confinement, vont forcer les barrages, vont forcer tout et vont venir voir la performance et emporter des pièces. Après, on a fermé. Et après, on a réouvert. Et fin août, alors que je comptais faire un grand feu de joie avec tout ce qui est resté, il ne restait plus rien parce que tout avait été emporté. Et donc j'ai fait à ce moment-là une performance avec Richard Léandre à la contrebasse sur le toit pour remplacer le feu de joie sur le toit de la friche pour dire mais comment il parle mon corps? Qu'est-ce que tu dis toi ma tête? Et toi qu'est-ce que tu dis là? Et toi? Et voilà, avec lui à la contrebasse. Voilà. Donc dans toute... à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire après des points terminaux à ce point-là, des trucs qui sont vraiment terminés. Qu'est-ce que tu veux faire après le carré blanc sur fond blanc de Malevich? Ça me paraît difficile d'aller plus loin. Ou les ready-made de Duchamp. Donc on est arrivé quand même là à des choses qui étaient le bout du bout, absolument le bout. Et donc j'ai pensé que il manquait quelque chose dans notre culture et dans notre histoire. C'est que, enfin, nous, on n'est pas dans une culture littéraire et livresque. Ce qui fait notre mémoire, c'est la mémoire du corps. Alors, quand tu essayes de retrouver tes poésies, tu essayes toujours d'aller dans les livres, mais il faut aller ailleurs dans les livres. Alors, on a perdu cette mémoire du corps. On a perdu la mémoire du corps parce qu'il y avait eu un génocide qui a vraiment fonctionné, c'est l'Inquisition catholique. Où là, tous les gens qui avaient des secrets, comment tu changes si pendant un moment tu fais toujours pareil, tout, hop, brûlé vif. Des petits charmes, des petites potions, tout ça, pof, brûlé vif. Donc toute cette mémoire, autre que la mémoire livresque, qui est la mémoire du corps, qui est la mémoire biologique, on l'a perdue. Alors moi je suis allé chez les Bamileke au Cameroun, avec Jean on a beaucoup parlé des pierrois, je suis allé dans des endroits où il y avait des secrets comme ça,
Et j'essaie de rebâtir une histoire du corps. C'est-à-dire que tout ça vient quand ça n'a pas été brûlé vif dans les bûchers du Moyen-Âge d'1903. Et donc là, je suis donc allé travailler avec les grottes aurignaciennes il y a 50 000 ans, et avec des cultures contemporaines qui n'avaient été pas soumises à l'Inquisition catholique. Et là, ça a été assez formidable, parce que j'ai trouvé des signes d'une autre écriture et une mémoire du corps, et et j'ai commencé à faire des performances. C'est pas que je sais ce qu'ils disent, c'est pas que je sais ce qu'ils écrivent, mais j'essaie d'avoir l'intuition de ce qu'ils disent et de ce qu'ils écrivent. La chose n'était plus, comme le disait Filou, dont on parlait tout à l'heure, bien fait, mal fait, pas fait, mais c'est bien dit, mal dit, pas dit. Donc moi, ce que j'ai essayé, c'est de restaurer ce dire-là pour qu'on soit dans une poursuite de l'avant-garde avec cette chose-là qui est la mémoire du corps. Donc j'ai beaucoup travaillé. D'abord, c'est des trucs avant, normaux, tu vois, imbéciles, qu'on voit des choses assez proches de ça dans Nada. C'était bien, mais c'était quand même un peu rudimentaire. Et c'était loin de l'idée, de l'esprit que j'avais de la culture aurignacienne et préhistorique de cette époque. Et là, on a trouvé des coquillages, on a trouvé des os troués. Et donc, j'ai compris quand même que l'une des expressions artistiques, en dehors de celle du corps, à cette période-là, c'était la musique avec des instruments avant, et plus souvent avec des instruments qui étaient liés aux os et tout ça. Donc, j'ai commencé à me mettre à poil, à me farder, avec différentes couleurs, avec la terre verte, la terre blanche, la terre rouge, et à essayer de restaurer cette histoire-là de la culture aurignacienne, avec des petits coquillages pour cacher le sexe, comme cette belle porcelaine où on reconnaît le sexe féminin. Donc tout ce rapport-là possible. Et finalement, je me suis aperçu qu'il y avait des instruments dans justement ces cultures qui n'avaient pas été soumises à l'Inquisition catholique, des instruments faits avec des cornes, qu'on retrouvera dans certaines spiritualités monothéistes, mais moi ce qui m'intéresse c'est de les trouver quand elles ne sont pas dans cette culture-là. Bon, voilà une corne du Jura. Et puis voilà, et donc j'ai commencé à collectionner toutes les possibilités africaines, européennes, des gens qui pouvaient jouer sur des cornes, avec celle-là, qui est une très belle corne, des landes, avec un dé, ou cette corne de gazelle, que j'adore, avec qui j'ai beaucoup performé, c'est une corne absolument sublime. J'ai commencé à accaparer, bien sûr. C'est une instrument de musique normaux pour en jouer. Ah, oui, les bêches là. Ah, dis donc, il fallait que je commence à réfléchir à un texte qui irait avec. Ça me paraissait important. Donc je continuais toujours à trouver des cornes adéquates et puis à essayer de voir ce que je pouvais faire avec. Voilà, ça c'est une selle avec la noire qui m'a le plus servi, avec qui j'ai fait beaucoup de performances. Je commençais à prendre des attributs en dehors de la musique et de la corne, qui étaient des attributs qui étaient liés aux vêtements que j'estimais justes par rapport à ça. Donc, des peaux, des déguisements d'âne, de poulpe et d'éléphants, qui sont les bêtes sur lesquelles j'ai pu travailler. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait une autre possibilité à La Réunion. Franck, on m'avait déjà donné un instrument comme ça, qu'il avait tiré, lui, du Japon. Et là, par exemple, j'ai trouvé cette corne qui est un bout de défense d'éléphant,
que j'ai négocié pendant des jours et des jours à Kobe, à Dakar. Regarde cette petite image-là, sublime. Voilà. Et ça, je l'en joue très rarement parce qu'elle est très fragile. Et j'ai toujours peur d'abîmer la tortue de l'autre côté. Bon, il était temps de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ah mais alors, c'est là où j'ai commencé à travailler sur d'autres choses, c'est-à-dire laisser tomber les cornes, en revenant de temps en temps aux cornes, mais aussi en travaillant sur un nouvel instrument de musique qui était différents coquillages possibles. Et tu associais quel texte souvent? On va faire un extrait d'un de ces textes. Voilà, celui-là est intact, tu vois. Et en fait, je fais un trou ici. J'ai choisi, pendant très longtemps, j'ai réfléchi où était le trou. Et ça joue magnifiquement bien. Ça, c'est un petit que j'adore. Après, il y a cette autre sorte qui est absolument incroyable, qui est très beau. Celui-là, j'ai ramené en effet du Japon. Regarde comment ça joue bien, ça. Il est beau. C'est bien, comme ça, c'est pas dire. La respiration revient, toute cette espèce de chose organique des poumons, de la cage thoracique, parce que tu dois retrouver l'endroit où ça va le mieux sonner. Voilà, il y en a des quantités, on pourrait ne jamais s'arrêter. Donc, ça c'est encore un autre troisième sort de coquillage. Je t'en trouve un autre, tu verras, avec lequel on va faire le texte, un bout du texte qui va avec, parce que c'est quand même assez formidable. Une troisième, tu vois, c'est pas tout à fait les mêmes chaque fois. Tout ça, c'est que de ça, tout ça, c'est des instruments. Tout ça, ce sont mes instruments de musique. Avec de temps en temps, d'autres instruments primitifs sur lesquels je peux jouer, qui sont beaucoup plus des instruments rythmiques, mais qui servent beaucoup dans les cultures premières, et donc qui me servent aussi à moi. Ça, c'est le kayab de la Réunion. Etc., etc. Alors j'ai trouvé une partition d'un livre qui a été édité chez Manuela pour te faire un petit extrait. Voilà. Tu vois, ça c'est par exemple quand je suis un éléphant avec une coiffe d'un sorcier justement kényan qui me l'a offerte. Ça c'est le texto de l'interview des éléphants, première performance 62, donc on a beaucoup parlé. Voilà à 20 ans, avec mon éléphante du cirque Frankie. Je cherche la partition pour faire un bout de ces choses premières et primitives.
Voilà. Alors, donc, tu vas déjà imaginer que je suis avec mon costume d'âne, ou mon costume de poule, ou mon costume d'éléphant. Tu te rappelles quel son je faisais. Je vais en reprendre un pour reprendre juste un départ qui ressemble à un départ. Et voilà. Forte égalité, parodie sérieuse, reconstitution historique, construction poétique, oubliant pour un temps, pas trop longtemps, pour l'instant, le monde de la barbarie, celui des empires, développés et maintenus par leurs chiens et leurs faucons, deux bêtes faciles à apprivoiser. Je ne sais quel poète russe m'a dit, Limonov, Bokov, Tolstoï, Sosnova. Il ne faut pas avoir peur du ridicule pour être poète, ou faire de la poésie, ou déclamer des poèmes. Je suis un poète aurignacien, je suis un aurignacien contemporain, un aurignacien contemporain. Un aurignacien contemporain. La puissance, ce sont 9 personnes. Et ce sont les 9 orifices de l'homme. Les narines, le pouvoir, les oreilles, la prévoyance, les yeux, la sécurité, la bouche, la relation, le sexe, le rendement, l'anus, le service, la divinité. 7 est l'infini. 2 les jambes, 1 le bassin, 1 l'abdomen, 2 les bras, 1 la tête et son cou. 4 et 3, 7. Écrire, écrire, c'est relever. Remettre debout ce qui était tombé. Reconstruire ce qui était en ruine. Remettre à flot ce qui était échoué. Retrousser ce qui masquait les formes. Redresser ce qui restait incliné. Rétablir ce qui avait failli. Rendre digne ce qui était méprisé. Remplacer ce qui était parti. Remarquer ce qui était l'erreur. Révoquer ce qui était néfaste, délier ce qui était promis, donner du goût à ce qui était fade, guérir ce qui était malade, écrire, dire, c'est relever, écrire, dire, c'est relever, déterminer la position d'un objet, d'un monument, d'une bête écrasée, relever, une côte, n'être plus autonome, et être autonome, dépendre de ceci, de celui-ci, puis ne relever que de soi. Éblouissement, oppression, projeté, écrasé, relevé, écarté, recoquillé, remonté, retroussé, relevé, soulevé, troussé, levé, ramasser, hausser, rétablir, assaisonner, relever, remplacer, rétablir, dépendre, réparer, corriger, relever, rehausser, noter, louer, réprimander, relever, souligner, libérer, relever. Le tube, la nervure,
l'arête, l'iris, la fente, axe de la plume, axe de la feuille, axe du poisson, axe de l'œil, axe de la vulve, avec le jus de la feuille, avec le jus de la vulve, avec le tube de la plume, avec l'iris de l'œil, avec l'arrêt du poisson, avec l'aiguille du poisson, avec le bout de la plume, et selon la pupille de l'œil, broder, coudre, tailler, regarder, tracer, relever. Premier délire, dérive, orienter la vive selon la fente, selon les phases lunaires, remarquer la correspondance entre le cercle astral et les phases de la Lune. La Lune et la Lune sont la vulve. La Lune et la Lune sont la vulve. Le délire, le dérive, le délire, le dérive, le délire, le dérive, le délire, le délire, le délire, le dérive, le délire, le dérive. Les adorateurs de vulve n'étaient pas les baiseurs. Les adorateurs touchaient la vulve. Les adorateurs caressaient les vulves. Les adorateurs embrassaient les vulves. Les adorateurs léchaient les vulves. Les adorateurs contemplaient les vulves. Mais ils ne les transperçaient pas. Jamais. Ils l'avaient observé. Ils l'avaient façonné. Ils l'avaient creusé. Ils l'avaient sculpté. Ils l'avaient prié. Mais ne l'avaient jamais pénétré. Jamais pénétré. Capule, copule, couple, accouplé, accouplé, copulé. Signe de protection contre les animaux, signe de protection contre les séismes, contre la colère de la grande vulve, le sexe femelle de la grande mère, accoucheuse des animaux, des humains, des fruits, des arbres, des pierres et des eaux, la terre. Après avoir reproduit le texte, l'humain passera naturellement à la reproduction, la représentation de ces accouchements. Le doigt sur la fente humide de la pierre, le doigt sur la fente juteuse de la chair. L'adorateur va pouvoir chanter « Poème cheranos » accompagné bientôt du chant de la femme, puis du chant de la roche. Le chant de la femme, le chant de la roche. Plus tard, le dessin, l'écriture, les grilles, formes fendues et autres trappes, représentation géométrique de la vulve, sera tracée pour faire alliance avec la terre. Ces doigts-là, désormais sacrés, ne seraient plus jamais représentés sur les parois des falaises intérieures ou extérieures, ni de manière négative, ni de façon positive. Ils seraient désormais transparents, invisibles, des fantômes de doigts, des fantômes de doigts, des esprits de doigts. L'adorateur se soumettrait alors
à une difficile gymnastique ou une opération chirurgicale ou rituelle des esprits de doigts, des fantômes de doigts. Poème 15e. Bon, c'est des poèmes que j'écris en 57, j'avais 15 ans, jusqu'en 66, et qui a été publié en 66 aussi. Voilà, tu vois. Ça, c'était les empreintes de punaises. J'avais fait beaucoup de pièces comme ça, pour montrer que le C, le D et le O sont toujours là, dans quoi que tu fasses, etc. Ça, c'est I-, c'est un texte où je reprends des proverbes que j'invente. Ça, c'est des linos que je faisais à l'époque. Voilà, ça, c'est le X, c'est des pilotes. On voit vraiment, tu vois, c'est la fin de la poésie concrète, un début de poésie action comme celui-là, par exemple. Et maintenant, on arrive à la poésie visuelle. Et déjà, lors de l'écriture de ces textes, il y avait déjà l'objectif de les dire à oui, haute voix. C'est toujours dit. Ça, c'est paragenèse, tu vois, c'est le I et le O qui, en baisant, créent la totalité de l'alphabet. Donc ça, c'est la revue Approche. La revue Approche que je faisais avec Boris. Et ça, c'est le dernier numéro, je trouve très très intéressant. On avait fait le club serré d'Approche, donc dans lequel il y a Boris, Alain Chiffre, Jean-Claude Moineau et moi. Et Jean-Claude avait fait ce disque souple qui marche encore très très bien. Et sur le disque souple, c'est des enregistrements de Jean-Claude Moineau. Ok. C'est un manuel de conversation courante. C'est très très bien. C'est la poésie, comment ça se prononce. Et là, c'est la 4e couverture. Donc ça, c'est la première couverture que j'aime bien, tu vois. C'est quoi l'écriture? Et donc c'était tellement simple qu'on avait fait la radiographie, y compris le stylo. Ça a été un peu difficile à trouver. Une radio qui a voulu le faire. Et ça, j'aime beaucoup ça parce que ça raconte comment ça commence. Alors là, tu as les carnets Loctéon en 62. Tu as la rencontre avec ailleurs, c'est-à-dire le groupe Madi des derniers surréalistes, où je rencontre Boris. Là, on fait avec Jean-François, on fait Approche. On rencontre Jokengers, qui fait avec Boris Agencia. On reprend Hexaone, qui est un groupe qui a été très politisé. Je retrouve là Jean-Claude Moineau. Je retrouve Alain, qui faisait cette revue qui s'appelait Ne coupez pas, et un mouvement qui s'appelait Métard. Et là, je retrouve un robot que je fais avec Jean Clé et Alain Chiffre. Et tout ça, ça donne Approche 4. Donc tu vois les Gers, Boris, Moineau, Chiffre, Blaine. Et ça c'est bien parce que ça raconte vraiment l'histoire du début de la poésie, on va dire post-concrète, comment ça commence la poésie par rapport à nous. Avec des textes déjà très visuels. Ça c'est un truc pour montrer. Il y avait plein d'encarts comme ça. Ça, c'est la dernière tentative de l'individu. C'est un I avec la ponctuation, c'est le 0. C'est-à-dire que la dernière tentative de l'individu, après, ça s'efface. Et après, ça a été republié dans Geiger, qui était la revue d'Adriano Spatola et des frères Spatola. Sonore, tu as Dufresne, Brault, Chopin et Hetzig. Et après les étrangers, c'était les Anglais là, McCartney, Stephen Bann, John Folliwall, Sylvester Wildar et Jan Hamilton Finlay. Les Tchèques, Joseph et Charles et Bormel Grigorova. Les Japonais, c'est Shinikuni, Igazio Fujitomi. Et voilà. C'était déjà très international. Et les Suisses, tu vois, Gormringer et tous ces gens-là, quoi. Ah oui, c'était vraiment. Ça sort. Comment on sort de la page. De la poésie concrète pour arriver à une poésie visuelle, comme le texte de Boris, par exemple, ou des problèmes. Comment tu fais? Tu as des faux problèmes, comme ça, etc. C'était vraiment. Et donc après, du coup, on peut arriver à faire des choses
plus importantes, avec une thématique sur le sexe et la poésie matérielle. C'est-à-dire que c'est le premier intitulé de la poésie élémentaire et de la poésie visuelle. On l'avait appelé poésie matérielle. C'est là où il y a l'alphabet avec les bouts de femmes, des trucs. Voilà. Et après, bon, on a continué. Et puis lui, moi je continue avec Robot. Et puis après 68, où je fais les journaux, Geronimo, et Libération en partie, et Pirate, et tout y quant. Puis après, c'est la grande déprime du grand échec de 68. Et on se retrouve à plus savoir quoi faire, à être complètement perdant. Et là, Adrien Spatala vient me voir et me dit ça suffit, il faut que tu te remettes au boulot. Et donc le lendemain matin, je partais pour l'Amérique latine pour faire le numéro 1 de Tox. Voilà l'histoire des revues. Sachant que Robot a été une période absolument incroyable, donc c'est la milieu des années 60. C'est un journal d'information sur la poésie contemporaine et sur l'art contemporain, qui était vendu à plus de 2000 exemplaires. Avec le jour où il sortait, on allait le vendre à la Criée, à la Coupole et dans les endroits branchés de Paris. Et on en vendait le premier soir une centaine comme ça, en criant dans les terrasses de bistrot. Et comment ça se fait effectivement que la poésie, là, effectivement, qui était plus publique, ou en tout cas plus diffusée, c'est d'un seul coup, je dirais, refermée soit sur elle-même, ou en tout cas a moins été médiatisée? Tu vois ça comment? Ah oui, non, ça c'est une histoire absolument incompréhensible. Ce dont on parlait hier, je veux dire, c'est que quand je faisais Docs, à l'époque, il y avait régulièrement des chroniques critiques dans la presse, quelle qu'elle soit, évidemment des pages entières dans Libération ou dans Le Matin, qui était un quotidien de l'époque, la rubrique traditionnelle dans Le Monde et ailleurs. Et puis il y avait France Culture qui faisait des émissions. Il y a même eu une émission sur Au Cercle de Minuit avec Laura Adler. C'était absolument incroyable. Et je ne parle pas de la presse spécialisée, puisqu'à l'époque il y en avait un paquet. Il y avait le magazine littéraire, il y avait le Figaro littéraire, il y avait les lettres françaises, il y avait Art, lettres, spectacle. C'était hallucinant. On avait des pressbooks incroyables, énormes à chaque parution. Et puis d'un coup, non, je pense que ça c'est tout ce qui est mass média, y compris la presse spécialisée dite littéraire, a abandonné complètement la poésie. Ne parlons pas de la télé et de la radio, où c'est devenu vraiment absolument absent. Alors c'est à la fois grave, mais c'est plus grave pour eux que pour nous. Parce que les jeunes poètes aujourd'hui, qui ont entre 20 et 30 ans, ou même jusqu'à 40 ou 50, ils ont trouvé des pages, ils communiquent ensemble, parce qu'il y a les réseaux Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a Google, il n'y a pas de problème. Ils savent très très bien comment faire parler d'eux, y compris en mettant en ligne des vidéos, des interviews, tout y compris. Mais la référence médiatique, ça a disparu. Je crois que quelque part, ces gens qui sont à la fois cyniques, barbares et incultes, et qui tiennent le pouvoir de la presse, le pouvoir tout court, ont compris quand même que c'était quand même un peu subversif, et que même si la poésie ne parlait pas de politique, c'était dangereux, ça donnait beaucoup de désir de liberté. Et donc Bolloré, le président, quel qu'il soit, évidemment actuel plus que quiconque, Macron a compris quand même, au moins on donne la parole au poète, au mieux c'est. Voilà. Ou alors si on donne la poète, c'est quand ils sont morts. Et absolument, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, cette référence médiatique manque-t-elle vraiment dans ce monde contemporain? Pour ma génération, je dirais oui, mais encore que finalement on s'en fout. Mais par rapport à ta génération, à toi, et la génération des gens encore plus jeunes que toi, ils s'en foutent complètement, ça n'a aucun intérêt. Il reste encore une espèce je sais pas, d'îlot de résistance qui parle encore de poésie dans son journal spécialisé. Ce sont les lettres françaises. Mais à ma connaissance, c'est à peu près le seul. L'humanité un peu. Pardon? L'humanité un petit peu. L'humanité un petit peu, mais de manière, non, on ne peut pas dire ça. Par rapport aux pages entières qu'il y avait avant dans l'humanité, on ne peut pas dire ça. Non, plus que les autres, on va dire. Mais tu ne peux pas t'imaginer. Sandwich, qui était un supplément encarté dans Libération, qu'animait Jean-Luc Hénig, c'était des pages entières quand il se passait des choses comme ça. Aujourd'hui, tu regardes, il y a un site qui s'appelle Libé Culture,
que je reçois, je ne sais pas pourquoi, mais ça tombait par terre, tu vois. De conneries, de vulgarité, d'imbécilité, et surtout de méconnaissance. Ce qui est vraiment le pire, c'est que s'ils veulent censurer et passer ça sous silence, passe encore. Mais ce dont ils parlent, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun désir. Aujourd'hui, tout ce qui concerne l'art contemporain, la poésie contemporaine et la culture contemporaine, la culture au sens de la création, ben c'est sans désir. Donc on ne parle pas de ça. On parle de ce qui va rentrer dans le marché, Jeff Koons. On parle de ce qui fait que ça va faire, on le connaît, ça va faire un grand spectacle. Mais le Houellebecq, tout ce dont on parle, ça n'existe pas. Ça va exister de manière contemporaine pendant le souvenir d'une demi-génération, voilà. Mais c'est fini, c'est clair. Ça. Dans ce cercle de minuit de Laura Adler, il y avait Jean Rista, il y avait le critique de René Char, il y avait Adonis, il y avait moi, puis il y avait un petit mec qui faisait la poésie absolument ridicule et stupide, qui s'appelait Michel Houellebecq. Bon, il a compris que c'est pas là que ça se passait. Il a trouvé un vrai éditeur, parce que c'est eux qui fabriquent ces poètes-là, et ces écrivains-là. C'est des gens qui sont dans le métier de faire de l'édition. Il a trouvé cette rencontre-là, a eu lieu, comme elle a eu lieu avec d'autres, Philippe Solers et tout ça. Ils ont à un moment donné rencontré un interlocuteur qui va faire de ces poètes réservés des auteurs de best-sellers. Mais c'était mieux quand ils étaient, même quand c'était nul comme Houellebecq, c'était mieux quand ils étaient poètes. Voilà, j'oublie les noms tout le temps de ces gens-là qui travaillent chez les éditeurs et qui vont chercher des auteurs pour en faire des auteurs de best-sellers. Donc cette dame qui a inventé Solers et ce jeune homme qui a inventé Houellebecq. M'est arrivé cette histoire-là, mais ça m'est arrivé à moi. C'était tellement beau comme ça. Il se trouve qu'ici, là où tu es, à Vintabron, ma petite voisine à côté, que j'ai vu grandir, elle s'appelait Muriel Beyer. Muriel Beyer, voilà. Et elle était attachée de presse à la foire de Marseille. Et puis elle a rencontré un auteur qui passait par là. Et elle est rentrée dans l'édition. Et elle est devenue très très vite une éditrice de ce genre. Ces gens qui fabriquent des auteurs pour en faire des produits commerciaux qui fonctionneront bien dans l'édition moderne. Et Muriel, évidemment, c'est une petite fille que j'ai vu grandir. Après, elle était allée chez Plon, elle avait des postes importants, mais c'était quelqu'un de tout à fait déterminant. Et quand elle était chez Plon, elle me dit j'aimerais bien que tu viennes voir Julien, etc. Rendez-vous dans un bar à la mode d'un grand hôtel parisien, là, au carrefour de la Raspail, le Lutetia. Elle me dit voilà, je viens, j'arrive, je bois mon premier whisky au comptoir, puis mon deuxième, puis elle arrive. Ah mais Julien, il ne fallait pas m'attendre au comptoir, j'ai une table qui est à moi, là, tu aurais dû demander. Ah, je dis, mais je ne savais pas. Alors je me mets à la table, je bois mon troisième whisky, la conversation s'engage sur Vintabron, sur ses parents, sur moi, et puis mais venons quand même au sujet. Dis-moi Julien, franchement, quand est-ce que tu fais un vrai livre? Ah ben évidemment. Tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, j'en avais quand même fait une bonne trentaine à l'époque, ce n'était pas des livres pour eux. Ce ne sont pas des livres. Du coup, on n'est pas dans la même histoire. C'est une autre histoire. Alors Julien, peux-tu nous parler des poèmes métaphysiques et des bimots, s'il te plaît? Ah ben oui, bien sûr. Si tu veux, le problème pour métaphysique, c'est que je voulais, par rapport à la poésie visuelle, trouver une conjonction de coordination, c'est-à-dire quelque chose que tu puisses vraiment identifier comme une conjonction de coordination, mais où, enfin, tout ce que tu connais par cœur. Et là, je me suis aperçu quand même qu'il y avait dans la visualisation des choses, la meilleure coordination possible, c'est la ligne d'horizon. C'est-à-dire qu'il y a un trait qui fait le relais entre la Terre et le ciel, entre la mer et le cosmos, etc. Donc c'est vraiment une coordination et une conjonction de coordination parfaite. Donc j'étais content, j'ai trouvé ça. Ensuite, il fallait vraiment que je mette en face, par rapport à cette conjonction de coordination, c'est-à-dire par rapport à cette ligne d'horizon, quelque chose sous la ligne d'horizon, la mer ou la terre, et quelque chose au-dessus de la ligne d'horizon. Donc ça commençait, ça peut être un texte en haut et une image en bas, un texte en bas et une image en haut, texte et texte, image et image, toutes les combinaisons sont possibles. Le problème, c'est qu'il fallait absolument qu'il se passe quelque chose
par rapport à la conjonction de coordination. C'est que dans ces poèmes métaphysiques, entre le haut et le bas et cette ligne, la coordination se fasse. Et que le lecteur ait un concept dans sa tronche, une idée dans sa tête, pour savoir qu'est-ce que finalement ça raconte, cette page-là. Et après, j'ai commencé à voir aussi que je pouvais faire 3 ou 4 pages, c'est-à-dire une suite de poèmes qui s'enchaînent les uns aux autres pour faire des poèmes feuillus, ce que j'appelais poèmes feuillus, c'est-à-dire de plusieurs feuilles. Donc là, pour moi, ça a été vraiment, j'ai trouvé ça, j'étais très heureux et j'ai vraiment pensé que c'était une forme qui pouvait être reprise par d'autres, comme le sonnet a été repris, tu vois, maintenant, le sonnet, entre Pétrarque et Raymond Queneau, tu vois, c'est une forme qui a été hyper employée. Donc j'avais cette fascination d'une forme qui était non seulement ma forme, mais qui pourrait être utilisée par d'autres poètes. Bon, évidemment, les choses sont ce qu'elles sont dans l'univers contemporain. Philippe Castellin en a fait quelques-uns, enfin bon, ça n'a pas été repris. Par contre, moi, j'étais obsédé par cette idée-là. Et comment on peut aller au bout de ça? Alors, pour aller au bout de ça, c'est là où je suis passé au bimot. C'est-à-dire, il y a toujours cette conjonction de coordination, cette ligne d'horizon, mais il y a juste un mot en haut et un mot en bas. Et entre ce mot en haut et ce mot en bas, il faut que tu dises qu'est-ce qui se passe. Et donc là, c'est vraiment une page, c'est-à-dire que c'est vraiment un placate, un truc fini, terminé. Et là, tu dis, il y a un seul mot en bas, et on y va. Et voilà. C'est vraiment, on reprend en plus intime, encore en plus condensé, le haïku. Où tu sais que le haïku, pour que tu le comprennes, il faut le lire 2 fois. 3, c'est absolument insupportable, ce serait insupportable, et 1 fois, c'est pas suffisant. Et ça, j'ai trouvé cette idée du haïku très serré, très condensé, avec le bimot, j'étais très satisfait. Ça reste pour moi une des choses les plus importantes que j'aurais faites dans cette vie de poète. Ça, c'est clair pour moi. Et là encore, l'idée s'est refaite de dire comment ça s'enchevêtre, ces choses-là. Comment je peux faire qu'au lieu de faire une page isolée, je fasse un poème qui se poursuit sur 5, 6, voire 10 pages. Et là, il y a eu plusieurs choses qui ont été publiées, notamment le L apostrophe chez Akhenaton, et puis d'autres chez Spectre Familier, et puis après j'ai repris tout ça. Et quand j'ai fini de reprendre tout ça, c'était les bimots aux éditeurs évidents, puis le temps a passé, et je me suis aperçu que cette forme, en fait, dès le départ, je l'avais. Dès le départ, j'avais cette envie, ce désir, cette anticipation de faire ces bimots, ces poèmes métaphysiques avec un mot en haut et un mot en bas. Par exemple, dans les carnets de l'Octéor, il y a un texte qui s'appelle Le Sacre, où il y a un balcon. C'est pas la ligne d'horizon, mais c'est un balcon qui est fait avec des vignettes anciennes de typographie, avec juste un mot en haut et un mot en bas. Temps égale fibre. Et donc Laurent Coé a repris avec moi, j'ai repris dans tous mes textes les antécédents et les bimots pour faire un bloc vraiment complet de tous les bimots. Alors, quand le livre est sorti, il y avait tous les bimots. Depuis, de temps en temps, il y en a deux mots qui me secouent et donc je fais dans des revues ou dans d'autres livres, d'autres bimots. Mais le bimot des éditeurs d'Aldante, il est vraiment pour moi une œuvre accomplie. Alors Julien, tu as beaucoup aussi œuvré dans le cadre des festivals où tu es intervenu et que tu as créé des relations internationales avec de nombreux poètes et performeurs, notre ami Madecheng, Sarenko, John Giorno et autres. Comment, je dirais, ce mouvement dans les années 70-80 s'est mis en place dans un univers où on voyageait moins, où on n'avait pas les outils de communication que l'on a aujourd'hui comme effectivement Internet, mais on pourrait croire, on peut penser que ces relations internationales étaient quand même beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ben oui, parce que, à l'inverse de ce que tu dis, on voyait beaucoup plus, on voyageait sans arrêt. On voyageait sans arrêt. On était toujours par monts et par veaux à travers le monde. On n'allait pas à la ville à côté. On allait vraiment très très loin. On voyageait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc déjà, la première relation internationale, j'écris Docs. Quand je fais Docs, je commence par l'Amérique latine. Pour faire un Docs, je fais un numéro qui est quasiment terminé en France, mais après je vais en Amérique latine pour vérifier ce que j'ai raconté. Et donc je rencontre à ce moment-là les auteurs d'Amérique latine.
Et je modifie évidemment ce doc. Et ce doc se modifie et se transforme et évolue complètement par rapport à mes rencontres. Donc je vais au Brésil, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Decio Pignataro, évidemment, mais Vladimir Diaz-Pino, qui est un type très important, qui n'était pas dans ce doc-là. Et hop, ça fait un groupe. Et puis la poésie Processo. Et puis je vais après en Argentine, où je rencontre Edgardo Antelo Vigo, et Giorgio Caraballo, etc. Et puis en Uruguay, Clemente Padin, et puis je monte au Venezuela, Guillermo Dessler, et tout à petit, tout ça se met en place. Guillermo Dessler, c'était au départ l'Argentine, puis après le Venezuela, puis après la France, puis après l'Allemagne de l'Est, et puis Damas Orgas, voilà. Puis je fais le numéro 2, c'est sur le Japon, mais je vais là-bas, et je rencontre Ketasano Katoué, et je raconte Shimizu Tochiko, je raconte Takashi Shirashiro, etc., etc. Seiichi Nikuni, qui était l'ami de Pierre Garnier. Tout ça, ça se met en place, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que je fais des docs qui font le tour du monde, je rencontre des poètes du tour du monde. Pour revenir, par exemple, à l'américain, je fais d'un côté Franco Beltrametti, qui était un Suisse qui vivait en Californie, et John Giorno, et puis le groupe Language, et tous ces gens-là, tu vois, Charles, etc. C'était absolument incroyable. Et donc, tout voyage est un souci de rencontre qui n'est pas fermé. C'est-à-dire, une fois que tu as rencontré ce poète-là, c'est fini, le dialogue est noué, on n'arrête plus, on se connaîtra et on se verra tout le temps. Et j'ai fait donc absolument le tour du monde, l'Australie, les machins, et après on a fini par l'Europe, et l'Europe, évidemment Adriano Spatola, évidemment Sarenko, évidemment Nanni Balestrini, pour l'Italie, et l'Allemagne, avec Rostel, et Beuys, et tout et quoi. Et donc au fur et à mesure, des amitiés se créent, des affinités se créent, des dialogues se créent. Et donc j'ai comme ça un éventail d'amis à travers le monde. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas quelqu'un que je peux appeler pour le voir, le rencontrer et reparler du temps. Le problème, c'est qu'il y avait à cette époque-là un continent entier qui était sur l'oralité, et donc ça s'est mis beaucoup plus de place avec l'Afrique de nouer des amitiés de ce genre-là, mais maintenant c'est heureusement réalisé. Ça, c'était le premier réseau, le réseau autour de Docs. Aujourd'hui encore, et à part ceux qui sont morts, puisque c'est vraiment très vieux, qu'il y a beaucoup eu de morts, ce sont toujours des amis. J'ai toujours Clemente Padin, j'ai toujours tous mes amis que je rencontre à travers Giovanni Fontana en Italie, Bartolomé Ferrando en Espagne, Fernando Aguiar au Portugal, etc., etc. Et ça, c'est le premier. La seconde chose qui s'est mise en place assez vite, c'est des grands festivals internationaux, où là, vraiment, ça se passait dans des pays donnés, bien sûr, mais ces gens qui faisaient ces festivals, ils invitaient le monde entier. Le monde entier de ceux qui étaient dans la poésie action, de ceux qui disaient la poésie. Tu sais, quand on commence ça à la fin des années 60, il y a des tas de poètes, c'était « Oh non, mais la poésie c'est intime, on ne peut pas faire ça. Julien, je me fais un peu, mais vous ne me voyez pas lire de la poésie, ma poésie, non, c'est absolument exclu. » Il y avait un refus absolu. La première fois qu'on a fait venir Louis-René Desforêts à Tarascon, il était fasciné par lui-même, tellement il ne l'avait jamais dit, tu vois. C'était absolument incroyable. Et donc, il y a le premier dont je me souviens, qui était formidable, c'était sur les intérêts à Venise, organisé par Adriano Spatola et Franco Beltrametti et les poètes de Venise, John Jan et tutti quanti. C'était extraordinaire. Et là, il arrive un Hollandais qui s'appelle Ben Potset, qui était un enthousiaste, tu sais, un enthousiaste lié au Provo d'Amsterdam et toute cette mobilité politique magnifique. Et lui, il retourne à Amsterdam et fait One World Poetry. One Poetry, c'est la folie. Alors lui était fasciné par la Bigénération qui était là, mais il était aussi fasciné parce qu'il avait vu à Venise, c'est-à-dire nous. Donc il y avait ce mélange entre la Bigénération, Corso, Gisberg et la poésie action telle qu'on l'entendait nous, Adriano Spatola, moi, Lebel, etc. C'était vraiment une deuxième réseau qui se met en place à travers ces festivals, dont notamment Amsterdam, One World Poetry, qui a été dans des espaces absolument extraordinaires comme le Melweg, le Paradiso, où il y avait tous les produits possibles et imaginables pour rêver très fort. Enfin, c'était incroyable. Et puis après, là, Jean-Jacques crée Polyphonix, et puis moi, je crée le festival avec des amis à Cogolin, puis à Cogolin-Ferme, on va à l'eau, puis à l'eau, on va à Tarascon, et puis les festivals comme ça commencent à se multiplier, comme à Périgueux, comme à l'Odève, etc., etc.
Mais c'est vrai que la différence dont on parlait tout à l'heure, c'est que ces festivals contemporains aujourd'hui sont extrêmement intéressants, mais ils sont plus nationaux, ça serait beaucoup dire, mais ils sont plus liés aux frontières. Ça, il y a un moment où, aujourd'hui, on s'aperçoit que les poètes qui étaient hors frontières, même si les langues étaient différentes, c'était des gens qui étaient hors frontières, internationaux, vraiment. Là, on sent que beaucoup de poètes se limitent à leurs frontières, à tous les sens du terme, de leur école, de leurs frontières, et tout ce qui tourne autour de tout ça. Ce n'était pas du tout le cas dans les années 60, 70, 80, on va dire, ce n'est pas du tout le cas au XXe siècle. C'est en effet beaucoup le cas au XXIe. Sauf, encore que c'était un peu limité, les premiers festivals, les 20 premières années des festivals à l'Odève, où c'était Voix de la Méditerranée, où donc venaient tous les poètes de la Méditerranée. Et ça, c'était en effet limité à tous les pays qui bordent la Méditerranée, mais ce qui était intéressant, c'est que tu avais en rencontre amicale, tonique, intelligente, Israël qui rencontrait la Palestine, avec des vrais dialogues qui se nouaient. Tu t'aperçois que là, vraiment, dans ces pays très chauds, orientaux et arabes et maghrébins, il y avait des trucs qui se passaient qui étaient miraculeux, qui étaient vraiment dus à ce hors-frontière, une fois encore. On n'était pas concernés du tout, par la connerie politique des armées. On était des poètes et on n'avait rien à voir avec ces affaires-là. Sauf qu'après, retourner, on était bien obligé de se battre, heureusement, par rapport à nos convictions. Tu vois, ce qui est absolument incroyable dans ces rencontres internationales, c'est la collaboration entre Adriano Parisi, qui est un imprimeur près de Vérone, et Sarenko, qui est un poète international absolument important et déterminant pour tout ça. C'est-à-dire, eux, ils voulaient que chaque fois qu'il y ait un objet considérable par rapport à ce qui est fabriqué, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Par exemple, là, il y a eu une immense exposition à Mantoue, à Mantova, qu'il a appelée Poésie totale, en référence à Adriano Spatola, ce qui est assez formidable, puisque c'était vraiment des grands rivaux, Adriano Spatola et Sarenko. Et donc là, chaque fois, tu vois, c'est des objets absolument considérables, énormes, des livres de 1000 pages, plein d'illustrations, et qui restent dans l'histoire, comme est resté Poésie et Peinterie, quand on a fait cette exposition à Marseille. Mais ce dont je voulais te parler, c'est que dans ce continent oral qui est l'Afrique, c'était plus compliqué de monter des rapports internationaux et d'avoir la liaison dont on parlait tout à l'heure, ce dialogue absolument important et déterminant entre poètes, entre artistes, qui me semble, moi, vraiment l'une des révélations de l'art contemporain, c'est-à-dire comment les artistes parlent entre eux, hors frontières, comme je te disais tout à l'heure, en considérant toutes les façons de dire la frontière. Donc, lui, il avait une maison à Malindi, Sarenko, au Kenya, et donc il a monté cette biennale de Malindi, au Kenya, ce qui est assez extraordinaire. Donc cette biennale, elle a rassemblé à la fois tout ce qui est compté pour nous, et qui, à mon avis, compte dans l'absolu au niveau européen, et tout ce qui comptait pour eux, et notamment pour Sarenko, qui vivait là-bas la moitié de son temps, dans l'art africain contemporain. Et c'est là, d'un coup, tu sors des concepts qu'on avait sur l'art africain, sur la poésie africaine, sur l'oralité, pour entrer dans une histoire qui est une histoire internationale. Donc finalement, ce que je voulais préciser dans cette affaire-là, c'est qu'il n'y a pas un art africain, un art européen. Il y a un art où les gens vivent ensemble. C'est ça qui est le plus important. Et si on fait ça, c'est parce qu'on pense que ce monde-là ne peut pas continuer comme ça. Donc après, on va d'en échec en échec, mais on continue comme si de rien n'était, à essayer de montrer que non, on vit ensemble, et on travaille ensemble, et on fait ensemble. Et c'est là où j'ai gardé donc ces amitiés avec l'Afrique, avec ces gens que j'ai rencontrés dans cette biennale magnifique de Malindi, qui a fait jusqu'à la mort de Sarenko. Donc il y en a eu 4. Et là, par exemple, ça c'est la biennale numéro 3, avec donc tout ce qui était déterminant pour nous à travers l'art, non seulement européen, mais il avait mis aussi beaucoup d'Indiens, de Pakistanais, donc l'art mondial face à l'art africain contemporain. Voilà. Et ça, c'est pour moi une opération très importante. Tu avais d'un côté Beuys, et puis de l'autre côté, tu avais des types absolument incroyables, comme celui-là que j'adore, qui était un africain. Tu vois.
C'est à la fois très 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 savant, très naïf, très primaire, et en même temps c'est incroyable. J'adore ça. Bruno que tout est. De l'autre côté, tu vas trouver Beuys. C'est très très. Voilà. Mais Paul, ce qu'il y avait de formidable, c'est que non seulement cette biennale était une biennale d'art plastique, mais qu'en plus, il y avait beaucoup de poètes européens et du monde entier qui allaient à Malindi à ce moment-là. Donc cette rencontre était non seulement entre les œuvres, mais entre les artistes. C'était formidable. Ça, il manque aujourd'hui, parce que les biennales de Dakar, les autres biennales africaines sont entrées quand même dans le système plus commercial, plus traditionnel, plus institutionnel. Mais cette espèce de grande biennale énorme, avec tout ce qui fait les dépassements, ce qu'on appelait les marges jadis, ça manque aujourd'hui. Pas qu'en Afrique, ça manque partout. Bien, c'est la dernière page du tome 5 là, qui va apparaître fin mars. Ça c'est très bien. C'est tellement pas bougé tout ça. Ça je suis vite, oui. Ce qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, tu vois. J'aime bien le bruit de fond. Tout compte fait, ce n'est pas un acte de prétention, même pas un hommage, simplement la constatation que le nombre des lecteurs en poésie est constant. Ainsi, reprenant l'avertissement de l'éditeur du recueil Les Épaves de 1866, signé CB, ce livre 2021 sera tiré à 260 exemplaires. L'auteur sera avisé de cette publication en même temps que les 260 lecteurs probables qui figurent à peu près pour son éditeur bénévole, le public littéraire en France, depuis que les bêtes y ont décidément usurpé la parole sur les hommes. C'est-à-dire qu'on n'a toujours que 260 lecteurs. Toujours. C'est pas la peine qu'il y ait 50 millions d'habitants, 50 millions qui parlent français, ou 300 millions qui parlent français, ou 2 millions qui parlent français, il y a toujours 260 lecteurs. Qui font l'histoire. Mais c'est comme ça. Et quand j'ai retrouvé cette préface des épaves de Charles Baudelaire, je dis, bon, écoute, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Voilà. Oui, si elle est complètement par là, tu t'en fous. Alors, il a acheté quoi? Et Julien, demain la poésie, qu'est-ce que tu en penses? Oh, j'en pense évidemment beaucoup de bien. Si tu veux, le problème, c'est que nous, on a 60 ans d'expérience poétique, grosso modo. Quand je dis nous, c'est ma génération. Voire un peu plus pour les gens qui sont un peu plus âgés que moi. Donc, c'est vrai qu'on a assisté à une dégringolade absolument incroyable de l'intérêt poétique. Pas de l'intérêt poétique pour les lecteurs de poésie, pour les fabricants de poésie, pour les poètes, mais par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un monde qui n'a cessé de régresser culturellement, artistiquement, qui est devenu une espèce de barbarie imbécile, où ce qui compte c'est le football, les talk-shows à la télé, toutes ces conneries. Et donc les médias, évidemment, ont continué à travailler là-dessus pour continuer, à abrutir autant que faire se peut les gens, en allant que dans ce qui est facile et inintelligent. Donc comment on peut faire pour rendre encore plus cons ces gens qui ont envie d'être cons, voilà. Sauf qu'ils ont oublié qu'il y a cet îlot de résistance absolument incroyable, énorme, ce qui fait que malgré l'échec total de ma génération, quand tu vois ce qu'on a essayé de faire en 68 et où on en est aujourd'hui, cette régression absolument terrible, donc malgré l'échec total, absolu de ma génération, la génération qui est arrivée derrière, un peu après la génération qui est arrivée derrière, et surtout celle qui est arrivée dans les dernières générations, c'est-à-dire ceux qui ont entre 20 et 35 ans, ah ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ont compris que finalement, la médiatisation telle qu'on leur fournit dans les masses médias, c'est pas intéressant. C'est pas la peine de regarder la télé, c'est pas la peine de jeter des journaux à la con, c'est pas la peine tout ça. Donc notre problème à nous, c'est de continuer à faire
ce qu'on doit faire en tant que poète, en tant qu'artiste, en tant que créateur, pour qu'on revienne et qu'on retrouve un monde de culture et d'art, un monde vraiment dans lequel on a envie de vivre, qu'on retrouve le plaisir, qu'on retrouve le goût de créer, mais qu'on retrouve surtout le plaisir, cette notion qui a complètement disparu, qu'on retrouve le désir tout court. Et quand tu retrouves le désir, tous les autres s'enchaînent. Et là, vraiment, il y a beaucoup de jeunes poètes, de jeunes artistes qui se sont investis là-dedans. Il y a plein de petites revues, il y a plein de petites galeries, il y a plein de jeunes artistes. Donc autant je suis pessimiste par rapport à ce que nous avons raté, nous, autant je suis optimiste par rapport à ceux qui risquent de réussir, eux. Donc voilà, je ne le verrai pas, mais je l'espère. Allez, poulet. Hop. Voilà. C'est parti. C'est raté, moi, c'est. Évidemment. Si tu veux. Oh putain. Ah non, elles sont dures, hein. Ah. C'est raté. Raté, Catherine.